Les cloches de l'église retentissaient dans la petite ville de Saint-Benoît tandis que je restais figée à l'autel, regardant ma sœur cadette, Clara, échanger ses vœux avec mon mari, Daniel Moreau. La brise printanière faisait entrer, par les fenêtres grandes ouvertes, le parfum des lilas, mais tout ce que je percevais, c'était l'odeur entêtante presque trop sucrée du parfum que Clara portait toujours. C'était irréel, comme être prisonnière d'un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. J'avais toujours su que Clara était ambitieuse. Depuis notre enfance, c'était elle qui se portait volontaire pour tenir le rôle principal dans les pièces de théâtre scolaires, qui brigadait pour devenir déléguée de classe, et qui postulait pour les stages les plus prestigieux. Ses yeux brillaient toujours de la promesse de richesse et de succès. Jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé qu'elle puisse poser les yeux sur mon mari. La cérémonie se dissolvait devant mes yeux. J'entendais la voix monotone du prêtre, je voyais l'éclat de l'or lorsqu'ils échangeaient leurs alliances, mais tout me semblait lointain, comme si j'observais ces instants se dérouler pour quelqu'un d'autre. Les rires des invités, le tintement des verres de champagne et les discours émouvants se transformaient en un bourdonnement lointain pendant que je luttais pour comprendre l'ampleur de cette trahison. Comment en étions-nous arrivés là? Il y a à peine 6 mois, Daniel et moi étions heureux du moins, c'est ce que je croyais. Après nos études, nous avions emménagé à Saint-Benoît et acheté une petite maison pleine de charme, située dans la rue de l'Érable, avec sa grille blanche et un vaste jardin. Nous parlions de fonder une famille, de vieillir ensemble dans ce village paisible où tout le monde se connaît. Puis, Clara avait débarqué à notre porte, tout juste sortie d'une relation ratée et ayant besoin d'un toit. Naturellement, nous l'avions accueillie, c'était de la famille, après tout. Je me souviens encore du jour de son arrivée, le mascara coulant à force de pleurer, sa valise de créateur détonnant sur notre porche. Daniel avait été si attentionné, l'aidant à porter ses bagages, veillant à ce qu'elle se sente la bienvenue. J'aurais dû voir, à ce moment-là, la façon dont ses yeux s'attardaient sur lui un peu trop longtemps, ce léger rougissement qui se dessinait sur ses joues lorsqu'il lui souriait. Mais j'étais aveugle, confiante. Clara était ma sœur, de chair et de sang. Et Daniel est bien, Daniel était mon roc depuis le lycée. Nous avions affronté tant d'épreuves ensemble, le décès de mes parents dans un accident de voiture, la lutte pour joindre les 2 bouts lors de nos débuts à Saint-Benoît, la fausse couche qui nous avait laissés tous deux dévastés il y a 1 an. Qui aurait pu imaginer que la plus terrible des tempêtes éclaterait au sein même de notre foyer? Dans les jours qui suivirent le mariage, je tentais de me convaincre que j'exagérais peut-être. Peut-être s'agissait-il d'une farce élaborée, d'un test de mon amour et de ma loyauté. Mais ce sentiment lancinant au creux de mon estomac me disait le contraire. Je les observais ensemble, je remarquais les sourires complices échangés lors du petit déjeuner, j'entendais leurs rires résonner dans les couloirs de notre maison partagée jusque tard dans la nuit. Je me sentais comme un fantôme, hantant ma propre existence. L'amour que je portais autrefois à Daniel se métamorphosait en quelque chose de plus sombre, un mélange de colère et de chagrin qui menaçait de m'engloutir. Parfois, en me regardant dans les miroirs ou par les fenêtres, je peinais à reconnaître la femme aux yeux vides qui me renvoyait mon image. Mes collègues de l'école primaire, où j'enseignais en CE2, se mirent à chuchoter, se demandant pourquoi j'avais l'air si épuisée, si abattue. Mais que pouvais-je leur dire? Que ma sœur avait littéralement arraché mon mari de sous mon nez? Que l'homme à qui j'avais juré de l'aimer dans le bonheur comme dans le malheur avait balayé nos serments comme on jette un vieux journal? La honte de tout cela me réduisait au silence, m'obligeait à feindre un sourire et à prétendre que tout allait bien. Puis arriva la nouvelle qui brisa mon monde déjà si fragile. C'était un mardi après-midi, inhabituellement chaud pour le mois de mai. Je venais de terminer la correction d'une pile de dictées quand mon téléphone se mit à sonner. C'était Madame Renaud, la voisine d'en face, d'une voix haute et paniquée. « Sarah, ma chère, il faut que tu rentres immédiatement. » C'est Daniel, il s'est effondré. Le trajet de retour se brouilla devant mes yeux. Je me souviens d'avoir grillé plusieurs feux rouges, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait se détacher de ma poitrine. À mon arrivée, l'ambulance était déjà sur place, ses gyrophares peignant notre rue tranquille de rouge et de bleus agressifs. J'aperçus Clara sur le porche, le visage livide, se tortillant les manches de sa chemise. Daniel était étendu sur une civière, tandis que les secouristes s'activaient autour de lui. Au moment où ils le chargeaient dans l'ambulance,
je distinguais son visage si paisible, si éloigné de l'homme vibrant dont j'étais tombée amoureuse toutes ces années. Clara tenta de le suivre dans le véhicule, mais je me précipitai devant elle pour revendiquer ma place à ses côtés. Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Saint-Benoît fut tendu, rythmé par les bips des appareils et les voix pressées des ambulanciers. Je tenais la main de Daniel, remarquant combien elle était froide, si molle. À cet instant, toute ma colère et ma douleur se dissolvaient, remplacées par un besoin désespéré de savoir qu'il irait bien. Mais il n'allait pas bien. Dès notre arrivée à l'hôpital, Daniel avait rendu l'âme. Les médecins parlèrent d'un infarctus massif, affirmant qu'il n'aurait rien pu faire. Je restais là, impuissante, tandis qu'on me présentait les condoléances. Quelques minutes plus tard, Clara arriva, les yeux cernés, le maquillage impeccable malgré les larmes. Debout près du lit d'hôpital de Daniel, essayant d'assimiler la réalité de sa mort soudaine, je ne pouvais m'empêcher de penser que l'ambition de Clara avait joué un rôle dans cette tragédie. Le stress de leur liaison, de devoir dissimuler leur relation, n'avait-il pas été trop pour le cœur de Daniel? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière tout cela? Je fus laissée seule pour pleurer, tandis que Clara semblait se délecter de l'attention. Dans les jours qui suivirent, elle fut partout organisant les obsèques, répondant aux appels des amis et voisins inquiets, jouant à la perfection le rôle de veuve éplorée. Ses yeux brillaient d'un mélange de chagrin et de « quelque chose » d'indéfinissable. Était-ce la satisfaction? Le soulagement? Rien que cette pensée me révoltait. Assise dans notre maison ou plutôt, dans celle qui m'avait appartenu envahie par les souvenirs d'une vie désormais disparue, je sentis une résolution se forger en moi. Clara avait peut-être remporté la bataille, s'étant emparée du cœur de Daniel, désormais, de son héritage, mais je n'allais pas la laisser gagner la guerre. Je découvrirais la vérité, aussi laide et douloureuse soit-elle. Et je ferai en sorte que justice soit rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour Daniel. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le chemin qui m'attendait serait bien plus périlleux que je n'aurais pu l'imaginer. Les secrets tapis sous la façade idyllique de notre petite ville allaient bientôt éclater, et plus rien ne serait plus jamais comme avant. Le jour des funérailles de Daniel enveloppait Saint-Benoît d'une atmosphère morose. L'air était lourd, chargé de maux tus et d'un chagrin à peine contenu. Je me levai à l'aube, alors que la pâle lumière du matin filtrait à travers mes rideaux, dessinant de longues ombres sur la pièce que Daniel et moi avions autrefois partagée. En m'habillant dans la simple robe noire que j'avais achetée pour l'occasion, je me surpris à m'observer dans le miroir. La femme qui me renvoyait son image semblait avoir vieilli, ses yeux entourés d'anneaux sombres, ses joues creusées. Je ne me reconnaissais presque plus. L'église baptiste de la rue principale était comble lorsque j'arrivai. On aurait dit que toute la ville s'était donné rendez-vous pour rendre hommage à Daniel, tant il était aimé à Saint-Benoît, toujours prêt à offrir une parole aimable ou un coup de main à quiconque en avait besoin. Tandis que j'avançais dans l'allée, je sentais le regard de tous peser sur moi, j'entendais des murmures étouffés, « Pauvre Sarah ! Quelle malchance pour elle ! Si seulement il connaissait la moitié de l'histoire. » Bien sûr, Clara était déjà là. Elle se tenait à l'avant de l'église, accueillant les deuils d'un sourire gracieux et d'un geste réconfortant. Sa robe noire moulait parfaitement sa silhouette, ses cheveux cascadaient sur ses épaules comme une chute d'encre. Elle incarnait à la perfection la veuve en deuil, et une bouffée de colère monta en moi, presque au point de m'étouffer. Au début du service, je peinais à conserver mon sang-froid. Chaque éloge ressemblait à un poignard planté dans mon cœur, me rappelant l'amour perdu et l'avenir qui m'avaient été arrachés. Monsieur Legrand, propriétaire de la quincaillerie, parla de la générosité de Daniel. Madame Bernard, de la brasserie du coin, évoqua son rire communicatif. Et, tout au long de la cérémonie, Clara restait assise au premier rang, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Lorsque vint son tour de prendre la parole, Clara se leva avec une élégance feutrée, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en dentelle. Et Daniel n'était pas seulement mon mari, commença-t-elle, la voix tremblante, il était mon âme sœur, mon meilleur ami, mon tout. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, luttant contre l'envie irrépressible de me lever et de crier la vérité à tous. Comment osait-elle qualifier Daniel d'âme sœur alors qu'elle ne le connaissait que depuis à peine 6 mois? Comment pouvait-elle incarner la veuve en deuil alors qu'elle avait détruit notre mariage sans hésitation? Pourtant, je restai muette,
observant Clara relater ses souvenirs les plus tendres avec Daniel. Elle évoquait de longues conversations nocturnes, des rêves partagés, un amour qui semblait défier le temps. À chaque mot, je me sentais disparaître, ne devenant qu'une note de bas de page dans l'histoire de ce grand roman d'amour entre Daniel et Clara. Lorsque Clara conclut son éloge, délicatement en tamponnant ses yeux, je ne pus m'empêcher d'admirer la perfection de son jeu. Elle jouait un rôle, et elle le jouait à merveille. Mais dans son regard, une lueur froide et calculatrice transparaissait, faisant frissonner ma peau. J'avais peur de ce qui allait suivre. Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou indistinct. Je me souviens vaguement d'être montée pour recevoir des condoléances, serrant la main de dizaines de personnes. Leurs mots de réconfort se perdaient dans l'immensité de mon chagrin et de ma colère. Au moment du vin d'honneur, organisé dans la salle de réception du sous-sol de l'église, Clara vint vers moi. Son sourire, bien que compatissant, ne parvenait pas à masquer le vide dans ses yeux. « Sarah, dit-elle d'un ton bas et intime, je sais combien cela doit être difficile pour toi. Sache que je suis là, quoi qu'il te faille. » Je la fixai, momentanément sans voix. Était-ce une plaisanterie macabre? Mais Clara continua, indifférente ou peut-être se délectant de mon désarroi intérieur. « Tu sais, je pense que Daniel aurait voulu que nous soyons heureuses. Il ne voudrait pas que nous nous entretuions. Après tout, nous sommes de la même famille. » Je distinguais dans son regard l'éclat de l'ambition, à peine dissimulé sous le masque du chagrin et de l'inquiétude. Cela me hérissait la peau. J'avais envie de hurler, de la dénoncer pour opportunisme, mais je me ravisais. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour une confrontation. Et j'avais l'impression que la vérité finirait bien par éclater. Peu après, les ragots se répandirent dans Saint-Benoît. Au détour d'une conversation dans l'épicerie, ou lors d'un échange furtif au bureau de poste, les regards en coin et les chuchotements se multipliaient. Apparemment, je n'étais pas la seule à soupçonner qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la mort de Daniel. Sur le chemin du retour, alors que le soleil se couchait derrière les collines entourant Saint-Benoît, un sentiment d'appréhension s'empara de moi. Clara pensait peut-être avoir gagné, s'étant glissée dans ma vie pour m'arracher tout ce qui m'appartenait. Mais je n'étais pas prête à capituler. Je gare ma voiture devant la maison que Daniel et moi avions partagée, maison qui ressemblait désormais plus à un mausolée qu'à un foyer, et je remarque qu'une lumière brûle à la fenêtre de l'étage, dans la chambre de Clara. Un instant, j'aperçus sa silhouette, encadrée par la lueur chaude d'une lampe. Elle était au téléphone, gesticulant avec animation, ses mains passant dans ses cheveux avec une frustration évidente. Avec qui parlait-elle ? Qu'est-ce qui pouvait provoquer une telle agitation le jour même des funérailles de son prétendu époux? Je restais là, dans l'obscurité naissante, observant Clara arpenter nerveusement le couloir, sa conversation animée tranchant avec l'image de la veuve éplorée qu'elle avait jouée toute la journée. À cet instant, je pris une décision. Je ne laisserai pas son ambition et sa duplicité impunies. Je découvrirai la vérité sur la mort de Daniel, quel qu'en soit le prix. Alors que j'entrais dans la maison, une étrange alliance de détermination et de peur s'empara de moi. Les jours et les semaines à venir s'annonçaient difficiles, j'en étais bien consciente. Mais je me sentais prête à me battre. Après tout, je n'avais plus rien à perdre. Ce que j'ignorais encore, c'est que le véritable choc ne faisait que commencer. La lecture du testament de Daniel déclencherait une série d'événements qui ébranleraient les fondations même de tout ce que je croyais savoir sur mon mari, sur ma sœur et sur notre paisible village de Saint-Benoît. Une semaine après les funérailles, je me retrouvais dans le bureau feutré du seul cabinet d'avocats de Saint-Benoît, Lefebvre et Associés. L'atmosphère y était lourde de tension. Assise en face de Clara, j'attendais la lecture du testament de Daniel. Maître Lefebvre, un homme d'une soixantaine d'années au crâne chauve, brassait des papiers sur son bureau, le visage impassible. « Commençons, dit-il en s'éclaircissant la gorge. À ma bien-aimée épouse, je lègue tout ce que je possède. » Les yeux de Clara étincelèrent d'un air victorieux, mais ce fut de courte durée. Cependant, en cas de disparition prématurée, ma succession sera répartie entre les membres de ma famille. Un silence pesant s'installa. L'expression de Clara passa de la triomphante assurance à une confusion momentanée. Maître Lefebvre poursuivit, « De plus, j'ai constitué une fiducie en faveur de ma sœur, Sarah, qui lui sera versée dès qu'elle aura atteint l'âge de 40 ans.
Mon cœur s'emballa. Daniel avait anticipé la trahison de Clara. La révélation que celle-ci n'était pas l'unique héritière frappa Clara comme une déferlante. Son visage se décomposa, et, pour la première fois, je vis apparaître une fissure dans son masque. En sortant du cabinet, le poids du dernier geste de Daniel planait entre nous. Clara s'enfuit en tempête, me laissant seule à méditer sur les conséquences de ce qui venait de se passer. Je compris alors que l'histoire était loin d'être terminée. Dans les jours qui suivirent, Saint-Benoît vibrait de commérage. Dans l'épicerie, des chuchotements s'échangeaient à voix basse, à la poste, des regards en coin se multipliaient. Tout le monde semblait pressentir qu'il se tramait quelque chose, mais personne n'osait en parler ouvertement. Le comportement de Clara devint de plus en plus erratique. Elle se lança corps et âme dans la réorganisation de la maison, comme si elle voulait effacer toute trace de ma présence. Je restais en retrait, la colère et la pitié se mélangeant dans mon estomac. Un soir, alors que je fouillais dans les affaires de Daniel, je découvris un compartiment secret dans son bureau. À l'intérieur, se trouvait une lettre à mon nom. Les mains tremblantes, je l'ouvris. « Sarah, si tu lis ces lignes, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. Je suis désolée pour la peine que je t'ai causée. Clara n'est pas celle qu'elle semble être. Prends garde. Les enjeux sont bien plus importants que tu ne l'imagines. Renseigne-toi sur le projet de réaménagement de Saint-Benoît. Tu y trouveras des réponses. Prends soin de toi. Je t'aime. » Daniel, cette lettre me laissa abasourdi. Qu'était donc ce fameux projet de réaménagement de Saint-Benoît? Et que voulait dire Daniel en affirmant que Clara n'était pas celle qu'elle prétendait être? Les jours suivants, je me mis à enquêter discrètement dans le village. Monsieur Peterson, le vieux bibliothécaire, mentionna l'existence d'un projet de centre commercial à la périphérie. À la brasserie, Madame Hawkins chuchotait que d'importants investisseurs des grandes villes avaient jeté leur dévolu sur le quartier historique de Saint-Benoît. À force de creuser, un schéma commença à se dessiner. Plusieurs habitants de longue date avaient vendu leur propriété à une société écran, la même société pour laquelle Clara avait effectué un stage dès sa sortie du lycée. Les pièces du puzzle s'imbriquaient, mais il me fallait des preuves concrètes. Je décidai alors de me rendre à la mairie pour consulter les documents officiels concernant ce fameux projet de réaménagement. En feuilletant les archives, un nom attira mon attention, Clara Martin, répertoriée comme consultante pour l'initiative de rénovation urbaine de Saint-Benoît. La date inscrite sur le document remontait à 3 mois avant son arrivée à notre porte, prétendant avoir besoin d'un toit après une rupture difficile. Mes mains tremblaient en faisant des copies des documents pertinents. Clara n'était pas arrivée à Saint-Benoît par hasard. On l'avait envoyée ici, chargée de faciliter la mise en place d'un vaste projet de réaménagement qui allait métamorphoser notre petite ville. Mais quel rôle jouait Daniel dans tout cela? L'avait-il découverte? Est-ce pour cela que... Mes pensées furent interrompues par le bruit de talons claquant sur le carrelage. Levant les yeux, j'aperçus Clara dans l'encadrement de la porte, le regard glacial et calculateur. « Alors, dit-elle avec dédain. On dirait que ma grande sœur s'est mise à fouiner. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Je me tins droite, fixant son regard. Pourquoi ne me le dis-tu pas, Clara? Quelle est la véritable raison de ton arrivée à Saint-Benoît? Pendant un bref instant, son masque de froideur vacilla, laissant transparaître une lueur de peur. Mais elle la réprima aussitôt, la remplaçant par un rictus méprisant. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, Sarah. Pour ton bien, je te conseille d'abandonner cette enquête. Avant de s'éloigner, elle se tourna vers moi, et rends-moi ces documents. On ne peut pas que tu colportes des mensonges sur moi dans le village, n'est-ce pas? Je serrai les copies contre moi. Ce sont des documents publics, Clara. J'ai le droit d'y accéder. Elle éclata d'un rire froid, dénué de toute chaleur. Et droit? Oh, Sarah, tu es bien naïve. Dans ce monde, seuls comptent les droits que l'on peut s'acheter. Une fois partie, je restai seule dans la salle d'archives, la tête pleine de questions et le sentiment grandissant d'un danger imminent. Sur le chemin du retour, mon esprit fourmillait d'hypothèses. La menace de Clara planait, mais je ne pouvais plus reculer.
Je devais rendre hommage à Daniel, à moi-même, et à Saint-Benoît en découvrant la vérité. En arrivant devant la maison que Daniel et moi avions habitée, je remarquai une voiture inconnue garée en face. En sortant, une silhouette émergea de l'ombre. Mon cœur fit un bond, puis je reconnus Thomas, le meilleur ami de Daniel rencontré à l'université. « Sarah, dit-il d'un ton bas et pressant, il faut qu'on parle. Pas ici. Ce n'est pas sûr. » Je hochai la tête, la gorge sèche. Le café sur la N9, dans 20 minutes. Alors que je regardais les feux arrière de Thomas disparaître au coin de la rue, je savais que ce qu'il allait me révéler changerait tout. La vérité sur la mort de Daniel, les machinations de Clara et l'avenir de Saint-Benoît étaient enfin à portée de main. Je n'imaginais pas encore que les révélations qui m'attendaient allaient ébranler toutes mes certitudes, déclenchant une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve ma détermination, ma loyauté, et ma conception même du bien et du mal. La tension entre Clara et moi atteignit son paroxysme dès la lecture du testament. Dans le parking, je la confrontai, la voix tremblante de colère. « Tu pensais pouvoir tout m'arracher, n'est-ce pas ?» Clara plissa les yeux. « Tu ne comprends rien, Sarah. Daniel était aussi le mien. Je l'aimais, et j'ai droit à ce qu'il m'a laissé. » Notre dispute s'intensifia. « Tu n'as jamais été satisfaite de ce que tu avais, Clara ?» hurlai-je. Elle s'avança, plus près. « Et toi, tu as toujours joué la sœur exemplaire, celle qui suit les règles. Regarde où cela t'a mené, seule et en deuil. » À cet instant, je réalisai que notre relation avait irrémédiablement changé. La sœur que je connaissais avait disparu, remplacée par une inconnue, guidée par l'ambition et la trahison. Les souvenirs de notre enfance construire des châteaux de sable sur la plage, échanger des secrets tard dans la nuit, célébrer nos succès se bousculèrent dans mon esprit. Comment en étions-nous arrivés là ? « Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, Sarah, » siffla Clara d'un ton bas et dangereux. « C'est plus grand que toi, plus grand que Daniel, plus grand que ce village. Retiens-toi tant que tu le peux encore. » Un frisson parcourut mon échine, mais je restai inflexible. « Je ne partirai pas, Clara. Pas avant d'avoir découvert la vérité. » Que s'est-il réellement passé avec Daniel ? Pendant un bref instant, j'aperçus dans ses yeux une lueur peur ? Remords ? Mais elle s'évanouit aussitôt, remplacée par une froide détermination. « Tu veux la vérité ? Très bien. » Daniel était faible. Lorsqu'il découvrit les plans de réaménagement, il menaça de tout dévoiler. Il allait tout faire capoter, tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je ne pouvais pas le laisser faire. Le sang se glaça en moi. « Tu l'as fait mourir, Clara ?» Le visage de ma sœur se durcit. « J'ai fait ce qui devait être fait, pour le bien commun. Ce projet apportera des emplois, de l'argent, du progrès à Saint-Benoît. Quelques sacrifices étaient inévitables. » Quelques sacrifices, répétai-je, entre dégoût et horreur. « Daniel était ton mari, Clara. » « Mon mari. Comment as-tu pu ?» D'un haussement d'épaules, elle esquissa un sourire glacé. « C'était plus simple que tu ne l'imagines. Une petite dose dans son café chaque jour, lentement, imperceptiblement. Quand il s'en aperçut, il était trop tard. La nausée me gagna. La sœur en qui j'avais eu confiance, celle qui partageait ma vie, était une meurtrière. « Tu ne t'en sortiras pas impunément, » dis-je d'une voix tremblante. « Je vais prévenir la police. Je leur dirai tout. » Clara éclata de rire, un son creux et dénué d'émotion qui me hérissait les poils. « Avec quoi, Sarah ? Ton témoignage contre le mien ? Je suis la veuve en deuil, souviens-toi. Qui croira à ta version ? » Elle avait raison. Je ne possédais aucune preuve, rien d'autre que mes soupçons et cette confession qu'elle avait faite, dans le silence d'un parking désert. « Accepte-le, Sarah, » continua-t-elle avec condescendance, « tu as perdu. La maison, l'argent, Daniel, tout m'appartient désormais. Et bientôt, ce village se métamorphosera. Le progrès s'empare de Saint-Benoît, que cela te plaise ou non. » Je restai là, paralysé, tandis que Clara s'éloignait, ses talons martelant l'asphalte. Avant de monter dans sa voiture, elle se retourna une dernière fois. « Oh, et Sarah ?
Je te conseille de faire attention. Dans un petit village comme le nôtre, les accidents ne sont jamais rares. Je sentis le poids de cette révélation m'écraser. Ma sœur était une meurtrière. Mon mari avait été empoisonné. Et j'étais désormais la cible d'un complot sinistre, ourdi par Clara. Tremblante, je me dirigeais vers ma voiture, les mains si agitées que je peinais à enfiler la clé dans le contact. Assise dans le véhicule, essayant de calmer mon cœur battant la chamade, je savais que je devais choisir, accepter de disparaître, faire comme si de rien n'était et reconstruire ma vie loin de Saint-Benoît, ou me battre. L'image du visage de Daniel, ses yeux bienveillants, son sourire doux m'assaillit. Je ne pouvais laisser sa mort être vaine. Prenant une profonde inspiration, je démarrai. Le combat ne faisait que commencer. Clara croyait d'avoir gagné, mais la bataille était loin d'être terminée. Je trouverai les preuves nécessaires, j'exposerai la vérité sur le projet de réaménagement, et j'amènerai ma sœur devant la justice. En sillonnant les rues silencieuses de Saint-Benoît, je réalisais combien tout avait changé. Le village que j'aimais, la vie que j'avais construite, la famille que je croyais connaître, tout avait pris un nouveau visage. Mais une chose demeurait, ma détermination à découvrir la vérité et à protéger ce lieu qui m'était cher. Le chemin serait semé d'embûches, j'en étais bien consciente. Les menaces de Clara résonnaient dans mon esprit, et je savais pertinemment qu'elle n'hésiterait pas à passer à l'acte si on la poussait à bout. Mais je ne pouvais plus reculer. Trop était en jeu. Arrivé devant la maison que Daniel et moi avions partagée, désormais le symbole d'un passé englouti par la trahison, j'aperçus, dans l'obscurité, une enveloppe glissée sous le pare-brise. Mon cœur s'emballa en la dépliant, m'attendant presque à y trouver une nouvelle menace de Clara. À la place, un message gribouillé d'une écriture inconnue me parvenait. Tous à Saint-Benoît ne ferment pas les yeux. Certains d'entre nous voient la vérité. Si tu es prête à te battre, rends-toi demain à minuit dans la vieille grange du moulin. Viens seul. Je serrai le billet contre moi, partagé entre espoir et appréhension. Était-ce un piège, ou l'allié dont j'avais désespérément besoin ? En rentrant dans la maison désormais étrangère, désormais dérobée par les machinations de Clara, je compris que la nuit à venir serait décisive. Quoi qu'il se passe dans la grange du moulin, cela fixerait le cours de la lutte à venir. Je m'apprêtais à plonger dans l'inconnu, armé de ma seule ruse et de ma détermination à faire triompher la justice. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, un mince rayon d'espoir illuminait mon cœur. Je n'étais plus seule dans ce combat. Les secrets de Saint-Benoît allaient être révélés, et je serais au cœur de la tempête. Clara avait sous-estimé ma force, croyant que j'abandonnerais sans me battre. Elle allait bientôt apprendre à mes dépens combien elle se trompait. Les retentissements de la lecture du testament se propagèrent dans Saint-Benoît tel un séisme. Le comportement de Clara changea radicalement, elle devint de plus en plus imprévisible, sa soif de contrôle se manifestant dans chacune de ses interactions. J'observais, impuissante, comment elle parvenait à manipuler nos proches, enjolivant les intentions de Daniel et revendiquant sans partage ce qui lui revenait de droit. Lors de la réunion hebdomadaire du conseil municipal, elle fit irruption en retard, les cheveux en bataille et les yeux hagards. Tandis que M. Dubois, le maire, exposait les projets pour la fête de la moisson annuelle, Clara l'interrompit violemment, lançant une tirade enflammée sur la nécessité du progrès et du développement. « Nous ne pouvons pas rester figés dans le passé », s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans la salle municipale. Saint-Benoît doit évoluer, se moderniser. Nous avons une occasion unique de transformer ce village en quelque chose d'extraordinaire. Un silence de stupeur s'abattit sur l'assemblée. Je croisai le regard inquiet du maire Dubois, dont la méfiance se lisait sur le visage. Il était évident que le comportement de Clara éveillait les soupçons dans tout le village. Dans les jours qui suivirent, je trouvai refuge auprès de quelques amis fidèles. Emma, ma collègue de l'école primaire, me rendait visite avec ses casseroles réconfortantes et son oreille attentive. Quant à Thomas, l'ami de Daniel depuis l'université, il devint un soutien inébranlable, m'aidant à trier la montagne de documents que j'avais amassés sur le projet de réaménagement de Saint-Benoît. Un soir, alors que Thomas et moi passions en revue des plans d'urbanisme et des relevés cadastraux dans ma cuisine, il se pencha vers moi d'un ton grave. « Sarah, il faut que tu saches quelque chose. » Quelques semaines avant sa mort, Daniel est venu me voir, inquiet. Il disait avoir découvert quelque chose d'énorme.
Mon cœur s'accéléra. Qu'a-t-il trouvé, Thomas? Après un moment d'hésitation, il sortit de sa poche une clé USB. Il me l'a confiée en me demandant de la garder précieusement. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te la remettre. Les mains tremblantes, je branchai la clé sur mon ordinateur portable. Ce que nous y trouvâmes fit glacer mon sang, relevé financier, échange de courriel, plan détaillé pour le projet de réaménagement de Saint-Benoît, autant d'éléments qui démasquaient un vaste système de corruption, de blanchiment d'argent et de spoliation foncière. Mon Dieu! Murmurai-je, voyant les pièces du puzzle s'assembler. C'est pour cela que Daniel a été tué. Il voulait tout dévoiler. Thomas hocha la tête avec gravité. Et désormais, ils s'en prennent à toi, Sarah. Il faut que tu fasses très attention. À cet instant même, les phares d'un SUV noir balayaient la fenêtre de la cuisine. En regardant dehors, nous aperçûmes 2 hommes en costume, scrutant la maison depuis la rue. Nous devons porter ces preuves aux autorités, dis-je d'une voix tendue. Mais à qui pouvons-nous faire confiance? Thomas réfléchit quelques instants. J'ai un contact au bureau d'enquête de l'État. Nous pourrions lui remettre tout cela, contourner la police locale. Je hochai la tête, un mince espoir renaissant en moi. D'accord, faisons-le. Mais il nous faut agir intelligemment. Clara a des yeux partout dans ce village. Pendant les jours suivants, nous planifiâmes méticuleusement notre coup. Nous fîmes des copies de chaque document, les dissimulant aux 4 coins de Saint-Benoît. Je contactai quelques amis de confiance pour qu'ils servent d'appât si nécessaire. Pendant ce temps, le comportement de Clara se faisait de plus en plus dément. Elle organisait de somptueuses réceptions à la maison, invitant des responsables d'État et de grandes fortunes. Les rues tranquilles de Saint-Benoît se peuplaient soudainement de voitures de luxe et d'inconnus élégamment vêtus. Un soir, en rentrant de l'école, j'aperçus Clara, au téléphone, s'engageant dans une vive dispute. « Je m'en fiche du prix à payer, sifflait-elle, il faut accélérer le calendrier. » Tout s'effondre. Je pressai le pas, le cœur battant. Quoiqu'elle mijotât avec ses complices, il était évident qu'ils devenaient désespérés. Le lendemain matin, le village fut en émoi. Du jour au lendemain, des panneaux, à vendre, apparurent devant plusieurs bâtiments historiques du centre-ville. Le café, la librairie, et même l'ancienne église se retrouvaient soudain sur le marché. En me rendant à l'école, je vis des groupes de villageois se rassembler, murmurant avec anxiété. L'atmosphère était électrique, comme le calme avant l'orage. Dans ma classe, je tentais de me concentrer sur mes élèves, mais mon esprit revenait sans cesse à la clé USB dissimulée dans mon tiroir. Le poids de la vérité qu'elle contenait me paraissait presque tangible. Après les cours, je retrouvai Thomas en périphérie du village. Nous montâmes dans sa vieille camionnette, la clé USB solidement rangée dans ma poche. En prenant la route vers la capitale et le bureau du BEP, bureau d'enquête de l'État, je ressentis un mélange de peur et de détermination. « Il n'y aura pas de retour en arrière après cela, » dit Thomas, les yeux rivés sur la route. Je répondis, en repensant à Daniel, à Saint-Benoît, à tout ce que j'avais perdu et à ce qui était encore en jeu, je le sais. Mais c'est la seule chose à faire. Alors que le paysage familier de Saint-Benoît s'estompait dans le rétroviseur, je me préparais à affronter la tempête. Clara et ses acolytes avaient sous-estimé ma détermination, pensant que je disparaîtrais dans l'ombre. Ils allaient bientôt apprendre à mes dépens qu'ils avaient tort. La vérité était sur le point d'éclater, et j'étais prête à en affronter toutes les conséquences. Pour Daniel, pour Saint-Benoît, et pour la justice, j'irai jusqu'au bout. Juste au moment où je croyais avoir retrouvé mes repères, un revirement inattendu bouleversa mon monde. Le juriste m'appela d'un ton grave, nous devons discuter d'un nouveau développement concernant la succession de Daniel. Au sein de son cabinet, il révéla que Daniel avait ajouté un amendement à son testament. La part revenant à Clara était subordonnée au respect de certaines conditions, notamment le maintien de mon soutien et de mon intégrité. En cas de manquement, l'intégralité de la succession me serait attribuée. Cette révélation me frappa comme la foudre. L'aveuglement de Clara face aux conditions qui auraient pu lui faire perdre tout ce qu'elle convoitait me remplit d'un sentiment mêlé de triomphe et de pitié, imaginant sa réaction. En me préparant à l'inévitable confrontation, je ressentis une clarté nouvelle.
Je ne serais plus définie par les actions ou la cupidité de Clara. J'étais déterminée à reprendre le contrôle de mon destin, quelle que soit la suite. Le lendemain, je surpris Clara dans le bureau de Daniel, en train de fouiller dans ses papiers. « Tu cherches quelque chose ?» demandai-je, la voix ferme. Elle se retourna, les yeux écarquillés de panique. « Sarah. Je voulais juste. »« Épargne-moi tes excuses, Clara, » la coupai-je. « Je sais pour l'amendement du testament. Je sais tout de ton implication dans le projet de réaménagement de Saint-Benoît. C'est terminé. » Le visage de Clara pâlit. « Tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacée, affirmant qu'ils me ruineraient si je ne coopérais pas. Pendant un instant, je vis en elle la sœur que j'avais connue, vulnérable et apeurée. Mais je ne pouvais baisser ma garde. Qui t'a menacée, Clara? Qui est derrière tout cela? » Elle secoua la tête, des larmes commençant à perler. « Je ne peux pas te le dire. Ils me tueront si je parle. » « Ils ont tué Daniel, dis-je, la voix brisée. Ne comprends-tu pas? Nous devons agir. » Clara s'effondra sur une chaise, sa façade s'effritant peu à peu. « C'est bien plus grand que toi, Sarah. Le gouverneur, des hauts responsables de l'État, même des agents fédéraux. Ils sont tous impliqués. » Mon esprit s'emballa face à l'ampleur des implications. « Alors, nous devons rendre ces faits publics. Nous avons les preuves. Nous pouvons tout exposer. » Un éclat d'ancienne détermination traversa le regard de Clara. « Ce ne sera pas facile. Ils nous poursuivront de toute leur force. Alors, nous les affronterons ensemble, » déclarai-je en lui tendant la main. « Pour Daniel. Pour Saint-Benoît. Pour la vérité. » Après une hésitation, Clara serra ma main. Alors que nous restions là, une alliance improbable se scellant face à un ennemi commun, je compris que notre combat ne faisait que commencer. Les jours suivants, nous travaillâmes sans relâche à compiler les preuves et à monter un dossier solide. Nous contactâmes des journalistes de confiance, des associations protégeant les lanceurs d'alerte, et même quelques élus intègres susceptibles de nous aider. Le village de Saint-Benoît vibrait d'une tension nouvelle. Des voitures suspectes stationnaient au coin des rues, surveillant nos moindres faits et gestes. Des menaces anonymes nous étaient laissées sur le pas de la porte. Mais nous persévérions, mus par la volonté de révéler la vérité et d'honorer la mémoire de Daniel. La veille de notre conférence de presse, Clara et moi nous retrouvâmes sur le porche de la maison de notre enfance, regardant le soleil se coucher sur Saint-Benoît. « Penses-tu que Daniel serait fier de nous ?» murmura-t-elle. Je restai silencieuse un moment, me remémorant la bonté de Daniel et sa foi inébranlable dans la justice. « Oui, je pense qu'il le serait, » répondis-je enfin. À l'aube, alors que nous faisions face aux caméras pour raconter notre histoire au monde entier, une étrange paix m'envahit. Le chemin serait semé d'embûches, dangereux et incertain, mais, pour la première fois depuis des mois, j'entrevoyais un avenir porteur d'espoir. Les secrets de Saint-Benoît allaient enfin être exposés, dévoilant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de notre petit village. Debout, côte à côte avec Clara, prête à dire la vérité aux puissants, je savais que ce n'était que le début d'une lutte bien plus vaste. La bataille pour l'âme de Saint-Benoît et pour la justice allait débuter de façon déterminée. Et nous étions prêtes. Les répercussions de la lecture du testament se firent sentir dans tout Saint-Benoît. Le comportement de Clara devint de plus en plus instable, sa soif de domination se manifestant à chaque échange avec nos proches. Je la vis manipuler les membres de la famille, inventant des histoires sur les volontés de Daniel pour justifier son droit à sa fortune. Lors de la réunion du conseil municipal, alors que le maire Dubois évoquait les préparatifs de la fête de la moisson, Clara fit irruption, en retard, les cheveux en désordre et les yeux hagards. D'un ton véhément, elle s'exclama : « Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le passé. Saint-Benoît doit évoluer, se moderniser. C'est l'occasion pour nous de devenir quelque chose de grand. » La salle resta figée, choquée par son exclamation. Je vis dans le regard du maire Dubois une inquiétude mêlée de suspicion. Clairement, le comportement de Clara ne passait pas inaperçu. Les jours suivants, je trouvais du réconfort auprès d'amis fidèles.
Emma, ma collègue de l'école primaire, m'apportait des casseroles et des mots doux, tandis que Thomas, l'ami de Daniel depuis l'université, s'imposa comme mon allié, m'aidant à déchiffrer les nombreux documents concernant le projet de réaménagement de Saint-Benoît. Un soir, alors que Thomas et moi étudions, dans ma cuisine, des plans d'urbanisme et des registres fonciers, il se pencha vers moi, la voix basse. « Sarah, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quelques semaines avant sa mort, Daniel est venu me voir, inquiet. Il disait avoir découvert quelque chose d'énorme. Mon cœur battait la chamade. Qu'a-t-il trouvé, Thomas? Après un moment d'hésitation, il sortit une clé USB de sa poche. Il m'a confié ceci en me demandant de le garder en lieu sûr. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te le remettre. Les mains tremblantes, j'insérai la clé dans mon ordinateur. Ce que nous y découvrîmes fit glacer mon sang, des relevés financiers, des échanges de mets, et des plans détaillés concernant le projet de réaménagement de Saint-Benoît, autant d'éléments révélant un vaste réseau de corruption et de détournement de fonds, où le nom de Clara apparaissait à maintes reprises, associé à de hauts responsables de la capitale. Mon Dieu! Soufflai-je, voyant enfin l'ampleur du stratagème. C'est pour cela que Daniel a été tué. Il voulait tout dévoiler. Thomas acquiesça gravement. Et maintenant, ils s'en prennent à toi, Sarah. Il faut être prudente. Au même instant, les phares d'un SUV noir éclairèrent la fenêtre de la cuisine. Dehors, 2 hommes en costume se tenaient, scrutant la maison avec insistance. « Nous devons porter ces preuves aux autorités », déclarai-je d'une voix urgente. « Mais à qui pouvons-nous faire confiance ?» Thomas réfléchit quelques instants. « J'ai un contact au bureau d'enquête de l'État. Nous pourrions lui remettre tout. » Cela, en contournant la police locale. Je hochai la tête, un mince espoir renaissant en moi. « D'accord, faisons-le. Mais nous devons être très prudentes. Clara a des yeux partout dans ce village. » Les jours suivants, nous planifiâmes notre coup avec soin. Nous fîmes des copies des documents, les dissimulant à divers endroits stratégiques dans Saint-Benoît. J'appelai quelques amis de confiance pour qu'ils interviennent en cas de besoin et détournent l'attention. Pendant ce temps, le comportement de Clara devint de plus en plus délirant. Elle organisait des soirées fastueuses dans la maison, invitant des fonctionnaires d'État et des hommes d'affaires influents. Les rues tranquilles de Saint-Benoît se peuplaient soudain de voitures luxueuses et d'inconnus habillés avec élégance. Un soir, alors que je rentrais de l'école, j'entendis Clara se disputer violemment au téléphone. « Je me moque de tout ce qu'il faut faire, » grogna-t-elle, « il faut accélérer le processus. Tout est en train de s'écrouler ici. » Je pressai le pas, le cœur battant. Quoiqu'elle mijotât avec ses complices, il était évident qu'ils étaient au bord du désespoir. Le lendemain matin, le village fut plongé dans l'effervescence. Du jour au lendemain, des panneaux, à vendre, apparurent devant plusieurs édifices historiques du centre-ville. Le café du coin, la librairie et même l'ancienne église se retrouvèrent subitement sur le marché. En chemin vers l'école, je vis des groupes de villageois rassemblés, échangeant des murmures inquiets. L'atmosphère était lourde, comme le calme avant l'orage. Dans ma classe, je peinais à me concentrer, hanté par le poids de la clé USB, dissimulée dans mon tiroir. La vérité qu'elle contenait me semblait presque tangible, pesant sur mon âme. Après les cours, je retrouvai Thomas à l'orée du village. Nous montâmes dans sa camionnette délabrée, la clé USB bien en sécurité dans ma poche. Alors que nous prenions la route en direction de la capitale et du bureau du BEP, je ressentis un mélange de peur et de détermination. « Il n'y aura plus de retour en arrière », déclara Thomas, les yeux rivés sur la route. Je répondis, en repensant à Daniel, à Saint-Benoît, et à tout ce qui avait été perdu et tout ce qui était en jeu, je le sais. Mais c'est la seule voie à suivre. Alors que le paysage familier de Saint-Benoît disparaissait dans le rétroviseur, je me préparais à affronter la tempête. Clara et ses acolytes avaient sous-estimé ma détermination, ils allaient bientôt le regretter. La vérité se dévoilait enfin, et j'étais prête à en affronter toutes les conséquences. Pour Daniel, pour Saint-Benoît, et pour la justice, j'irai jusqu'au bout. À peine pensais-je avoir retrouvé mes repères qu'un dernier coup de théâtre vint bouleverser mon univers. Le juriste me téléphona d'un ton grave, nous devons discuter de nouveaux éléments concernant la succession de Daniel.
Dans son bureau, il m'annonça que Daniel avait modifié son testament. La part revenant à Clara était désormais conditionnée au respect de certains engagements, notamment celui de soutenir ma personne et de préserver l'intégrité de notre foyer. Si elle venait à faillir, l'intégralité de l'héritage me reviendrait. Cette révélation me frappa de plein fouet. L'ambition aveugle de Clara l'avait conduite à ignorer les conditions qui pouvaient lui coûter tout. Je ressentis un mélange de triomphe et de pitié, imaginant son expression en apprenant la nouvelle. Alors que je me préparais à l'inévitable confrontation, je sentis en moi une clarté nouvelle. Je ne serais plus définie par les actions égoïstes de Clara. J'étais prête à reprendre le contrôle de ma vie et à affronter ce qui viendrait. Le lendemain, je surpris Clara dans le bureau de Daniel, en train de fouiller parmi ses papiers. « Tu cherches quelque chose ?» demandai-je d'un ton assuré. Elle se retourna, les yeux écarquillés de panique. « Sarah !» Je voulais juste. Épargne-moi tes explications, Clara. Je sais pour l'amendement du testament. Je sais tout de ton implication dans le projet de réaménagement de Saint-Benoît. C'est fini. Le visage de Clara pâlit. Tu ne comprends pas. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé, m'annonçant qu'ils me détruiraient si je ne coopérais pas. Pendant un court instant, je vis en elle l'éclat de la sœur que j'avais connue vulnérable, effrayée. Mais je ne pouvais baisser ma garde. Qui t'a menacé, Clara? Qui se cache derrière tout cela? Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne peux pas te le dire. Ils me tueront si je parle. Ils ont tué Daniel, dis-je, la voix brisée. Ne vois-tu pas que nous devons agir? Clara s'affondra sur une chaise, son masque s'effritant peu à peu. C'est plus grand que toi, Sarah. Le gouverneur, des responsables d'État, voire des agents fédéraux. Ils sont tous de la partie. Mon esprit tourbillonnait face à l'ampleur de la conspiration. Alors nous devons tout rendre public. Nous avons les preuves. Exposons-les. Dans un dernier éclair d'ancienne détermination, Clara leva les yeux vers moi. Ce ne sera pas de tout repos. Ils nous poursuivront de toute leur force. Alors, nous les affronterons ensemble, dis-je en lui tendant la main. Pour Daniel. Pour Saint-Benoît. Pour la vérité. Après un moment d'hésitation, elle serra ma main. Et, là, une alliance improbable naquit face à un ennemi commun. Je compris alors que notre combat ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Clara et moi travaillâmes d'arrache-pied, compilant les preuves et dressant notre dossier. Nous contactâmes des journalistes intègres, des organismes protégeant les lanceurs d'alerte, et même quelques élus dignes de confiance. Saint-Benoît vibrait d'une tension nouvelle. Des véhicules suspects stationnaient au coin de rue, guettant nos moindres faits. Des menaces anonymes s'accumulaient sur notre pas de porte. Mais nous persistions, déterminés à révéler la vérité et à honorer la mémoire de Daniel. La veille de notre conférence de presse, alors que nous nous préparions à affronter les caméras pour raconter notre histoire au monde, je ressentis une paix étrange m'envahir. Le chemin serait semé d'embûches, dangereux et incertain, mais, pour la première fois depuis des mois, l'espoir renaissait en moi. Saint-Benoît allait enfin voir la lumière sur ses sombres secrets, révélant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de notre petit village. Debout, côte à côte avec Clara, prête à affronter le pouvoir en place, je savais que ce n'était que le début d'un combat beaucoup plus vaste. La lutte pour l'âme de Saint-Benoît et pour la justice allait commencer véritablement. Et nous étions prêtes. Ainsi, l'héritage de Daniel est là. Succession déclenchèrent des bouleversements dans tout le village. Le comportement de Clara se fit encore plus instable, elle se mit à manipuler nos proches, racontant des fables sur les intentions de Daniel pour légitimer son droit à sa fortune. Sa façade, jusque-là irréprochable, commença à se fissurer sous la pression. Lors de la réunion du conseil municipal, alors que le maire Dubois exposait les préparatifs de la fête de la moisson, Clara fit irruption, les cheveux en désordre et le regard hagard. D'un ton véhément, elle s'écria « Nous ne pouvons plus vivre dans le passé. Saint-Benoît doit évoluer, se transformer. » Le silence se fit, tous les regards étaient braqués sur elle. Je vis dans les yeux du maire Dubois une inquiétude profonde, mêlée de suspicion. Il était évident que l'attitude de Clara éveillait les soupçons dans tout le village.
Les jours suivants, je trouvais du réconfort auprès de quelques amis fidèles. Emma, ma collègue, m'apportait des plats cuisinés et des paroles de soutien, tandis que Thomas, l'ami de Daniel, s'imposa comme un pilier, m'aidant à analyser minutieusement les documents relatifs au projet de réaménagement de Saint-Benoît. Un soir, alors que Thomas et moi passions en revue des lois d'urbanisme et des relevés cadastraux dans ma cuisine, il se pencha vers moi, la voix basse. « Sarah, il faut que tu saches quelque chose. » Quelques semaines avant sa mort, Daniel est venu me voir, inquiet. Il disait avoir découvert quelque chose d'énorme. Mon cœur se mit à battre plus vite. Qu'a-t-il découvert, Thomas? Après un court silence, il sortit de sa poche une clé USB. Il me l'a confiée en me demandant de la garder précieusement. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te la remettre. Les mains tremblantes, j'insérai la clé dans mon ordinateur portable. Ce que nous y trouvâmes fit glacer mon sang, des relevés financiers, des échanges de courriels, et des plans détaillés concernant le projet de réaménagement de Saint-Benoît, autant d'éléments révélant un vaste système de corruption et de détournement de fonds, dans lequel le nom de Clara apparaissait à plusieurs reprises aux côtés de hauts responsables de la capitale. « Mon Dieu !» murmurai-je, voyant les pièces du puzzle s'assembler enfin. C'est pour cela que Daniel a été tué. Il voulait tout dévoiler. Thomas hocha la tête avec gravité. Et maintenant, ils s'en prennent à toi, Sarah. Il faut que tu sois extrêmement prudente. À cet instant précis, les phares d'un SUV noir balayaient la fenêtre de la cuisine. En regardant dehors, nous aperçûmes deux hommes en costume qui observaient la maison avec insistance. « Nous devons porter ces preuves aux autorités », déclarai-je d'une voix urgente. « Mais à qui pouvons-nous vraiment faire confiance ?» Thomas réfléchit quelques instants. « J'ai un contact au bureau d'enquête de l'État. Nous pourrions lui remettre tout cela, en contournant la police locale. » Je hochai la tête, un mince espoir renaissant en moi. « D'accord, faisons-le. Mais il nous faut être très prudentes. Clara a des yeux partout dans ce village. » Pendant les jours qui suivirent, nous planifiâmes notre coup avec soin. Nous fîmes des copies des documents, les dissimulant aux quatre coins de Saint-Benoît. J'appelai quelques amis de confiance pour qu'ils interviennent et créent des diversions si nécessaire. Pendant ce temps, le comportement de Clara devint de plus en plus délirant. Elle organisait des réceptions somptueuses à la maison, invitant des responsables d'État et des hommes d'affaires influents. Les rues calmes de Saint-Benoît se remplirent soudainement de voitures luxueuses et d'inconnus élégamment vêtus. Un soir, en rentrant de l'école, j'entendis Clara se disputer violemment au téléphone. « Je n'ai que faire des compromis », grogna-t-elle. « Il faut accélérer le calendrier, sinon tout s'écroule. » Je pressai le pas, le cœur battant à tout rompre. Quoiqu'elle mijotât avec ses complices, il était évident qu'ils étaient au bord du désespoir. Le lendemain matin, le village était en émoi. Du jour au lendemain, des panneaux, à vendre, apparurent devant plusieurs bâtiments historiques du centre-ville. Le café, la librairie, même l'ancienne église se retrouvèrent soudain sur le marché. En allant à l'école, je vis des groupes de villageois se rassembler, chuchotant anxieusement. L'atmosphère était lourde, comme le calme avant l'orage. Dans ma classe, je peinais à me concentrer, hanté par la présence de cette clé USB dissimulée dans mon tiroir. Le poids de la vérité qu'elle renfermait me semblait presque palpable. Après les cours, je retrouvai Thomas à l'orée du village. Nous montâmes dans sa vieille camionnette, la clé USB solidement rangée dans ma poche. Alors que nous prenions la route en direction de la capitale pour rencontrer le BEP, je ressentis un mélange de peur et de détermination. « Il n'y aura plus de retour en arrière », déclara Thomas, fixant l'horizon. Je répondis, repensant à Daniel, à Saint-Benoît, et à tout ce qui avait été perdu et était encore en jeu, je le sais. Mais c'est la seule chose à faire. Alors que le paysage familier de Saint-Benoît disparaissait dans le rétroviseur, je me préparais à affronter la tempête. Clara et ses acolytes avaient sous-estimé ma détermination. Ils allaient bientôt en payer le prix. La vérité était sur le point d'éclater, et j'étais prête à en affronter toutes les conséquences. Pour Daniel, pour Saint-Benoît, et pour la justice, j'irai jusqu'au bout. Ainsi, les révélations sur le testament et sur le projet de réaménagement firent trembler Saint-Benoît tout entier.
Le comportement de Clara devint de plus en plus erratique, sa soif de contrôle se manifestant dans chacune de ses interactions. Je la vis manipuler nos proches, raconter des fables sur les volontés de Daniel pour légitimer son droit à son héritage. Sa façade, jadis impeccable, commença à se fissurer sous le poids des événements. Lors de la réunion du conseil municipal, alors que le maire Dubois évoquait les préparatifs de la fête de la moisson, Clara fit irruption, les cheveux en désordre et les yeux hagards. D'un ton véhément, elle s'exclama « Nous ne pouvons plus rester ancrés dans le passé. Saint-Benoît doit évoluer, se transformer. » La salle resta muette, tous les regards braqués sur elle. Je vis dans les yeux du maire Dubois une inquiétude mêlée de suspicion. Il était évident que le comportement de Clara éveillait les doutes dans tout le village. Dans les jours qui suivirent, je trouvai du réconfort auprès de quelques amis de confiance. Emma, ma collègue de l'école primaire, m'apportait des plats cuisinés et des mots d'encouragement. Thomas, l'ami de Daniel, s'imposa comme un allié précieux, m'aidant à examiner minutieusement les documents relatifs au projet de réaménagement de Saint-Benoît. Un soir, alors que Thomas et moi étudions dans ma cuisine des plans d'urbanisme et des registres fonciers, il se pencha vers moi, la voix basse. « Sarah, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quelques semaines avant sa mort, Daniel est venu me voir, inquiet. Il disait avoir découvert quelque chose d'énorme. Mon cœur battait la chamade. Qu'a-t-il découvert, Thomas ? Après un court silence, il sortit une clé USB de sa poche. Il me l'a confiée en me demandant de la garder en lieu sûr. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais te la remettre. Les mains tremblantes, j'insérai la clé dans mon ordinateur portable. Ce que nous y trouvâmes fit glacer mon sang, des relevés financiers, des échanges de mets, des plans détaillés pour le projet de réaménagement de Saint-Benoît, autant d'éléments qui révélaient un vaste système de corruption, dans lequel le nom de Clara était cité aux côtés de hauts responsables de l'État. Mon Dieu! Soufflai-je, voyant enfin l'ampleur de la machination. C'est pour cela que Daniel a été tué. Il voulait tout dévoiler. Thomas hocha la tête gravement. Et maintenant, ils s'en prennent à toi, Sarah. Il faut que tu sois extrêmement prudente. À cet instant précis, les phares d'un SUV noir balayèrent la fenêtre de la cuisine. En regardant dehors, nous aperçûmes deux hommes en costume qui observaient la maison avec insistance. « Nous devons porter ces preuves aux autorités », déclarai-je d'une voix urgente. « Mais à qui pouvons-nous vraiment faire confiance ?» Thomas réfléchit quelques instants. « J'ai un contact au bureau d'enquête de l'État. Nous pourrions lui remettre tout cela, en contournant la police locale. » Je hochai la tête, un mince espoir renaissant en moi. « D'accord, faisons-le. Mais il nous faut être très prudentes. Clara a des yeux partout dans ce village. » Pendant les jours qui suivirent, nous élaborâmes minutieusement notre plan. Nous fîmes des copies des documents, les dissimulant aux quatre coins de Saint-Benoît. J'appelai quelques amis de confiance pour qu'ils interviennent en cas de besoin et créent des diversions. Pendant ce temps, le comportement de Clara devint de plus en plus délirant. Elle organisait des réceptions somptueuses dans la maison, invitant des fonctionnaires d'État et des hommes d'affaires influents. Les rues calmes de Saint-Benoît se remplirent soudainement de voitures luxueuses et d'inconnus élégamment vêtus. Un soir, alors que je rentrais de l'école, j'entendis Clara se disputer violemment au téléphone. « Je n'ai que faire de compromis », grogna-t-elle. « Il faut accélérer le calendrier, sinon tout s'écroule. » Je pressai le pas, le cœur battant. Quoiqu'elle ourdît avec ses complices, il était évident qu'ils étaient au bord du désespoir. Le lendemain matin, le village était en émoi. Du jour au lendemain, des panneaux, à vendre, apparurent devant plusieurs bâtiments historiques du centre-ville. Le café, la librairie, même l'ancienne église se retrouvèrent subitement sur le marché. En me rendant à l'école, je vis des groupes de villageois se rassembler, chuchotant anxieusement. L'atmosphère était lourde, comme le calme avant l'orage. Dans ma classe, je peinais à me concentrer, hanté par la présence de cette clé USB dissimulée dans mon tiroir. Le poids de la vérité qu'elle renfermait me semblait presque tangible. Après les cours, je retrouvai Thomas à l'orée du village. Nous montâmes dans sa vieille camionnette, la clé USB bien en sécurité dans ma poche.
Alors que nous prenions la route en direction de la capitale pour rencontrer le BEP, je ressentis un mélange de peur et de détermination. Il n'y aura plus de retour en arrière, déclara Thomas, fixant l'horizon. Je répondis, en repensant à Daniel, à Saint-Benoît, et à tout ce qui avait été perdu et ce qui était encore en jeu, je le sais. Mais c'est la seule chose à faire. Alors que le paysage familier de Saint-Benoît disparaissait dans le rétroviseur, je me préparais à affronter la tempête. Clara et ses acolytes avaient sous-estimé ma détermination. Ils allaient bientôt en payer le prix. La vérité était sur le point d'éclater, et j'étais prête à en affronter toutes les conséquences. Pour Daniel, pour Saint-Benoît, et pour la justice, j'irai jusqu'au bout.